Mon nom, c'est Marion Stoffel, je suis gestionnaire de programme chez Axelis. Donc, je m'occupe du lancement de cet appel à projet. On va commencer tout de suite à vous présenter notre ordre du jour pour la séance. Donc, on va commencer rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, sur une présentation d'Axelis pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait, puis l'objectif justement de l'appel derrière le travail qu'on mène avec le ministère pour relancer des appels à projets dans ces domaines phares, la présentation plus spécifique du calendrier de cette édition, les thématiques, les critères d'admissibilité, le processus d'application, puis la présentation rapide de la documentation. Et il y aura un temps à la fin qui va être réservé pour les questions. Alors rapidement, que fait Axelis? Donc sans doute que si vous avez vu notre appel à projet sortir, vous êtes passé sur notre site internet, puis vous avez pu découvrir un petit peu nos activités, ou vu un peu passer nos activités aussi sur les réseaux sociaux. Donc simplement, on voulait vous donner un petit aperçu global de qui nous sommes et puis ce que nous faisons effectivement, donc pour que vous puissiez comprendre notre intérêt à travailler sur des nouveaux projets là, dans le cadre du lancement de cet appel. Donc Axelis, en fait, a été lancé en avril 2021 donc par le gouvernement du Québec, et puis nous sommes une organisation à but non lucratif. Donc notre objectif, c'est de contribuer à la prospérité économique et sociale du Québec et d'accélérer le développement et le transfert d'innovation à haut potentiel, spécifiquement issus de la recherche publique du Québec, donc de la province. Donc c'est très important de le souligner. Au niveau de notre travail, comment on fonctionne, c'est qu'on propose en fait toute une gamme d'accompagnement de services conseils, de travail sur la gestion de la propriété intellectuelle et de transfert en fait avec des établissements qui sont basés au Québec, dans tous les établissements et puis dans toutes les régions. On a un intermédiaire aussi qui est notre réseau des courtiers d'innovation, puis nos directeurs régionaux qui travaillent partout au Québec pour accompagner c'est ça, les établissements, puis les équipes de recherche qui développent de nouveaux potentiels projets, des inventions à transformer en innovation. Donc, pour Axelis, la matière première sur laquelle on travaille, donc c'est vraiment en fait des déclarations d'invention qui sont générées, qui sont produites en fait au cours d'activités de recherche dans les établissements de recherche publics québécois. Donc, au tout début de la chaîne de notre travail, on a une équipe d'analystes en fait qui travaille sur l'analyse du potentiel économique de certaines inventions, découvertes, technologies qui nous parviennent en fait dans ces documents. Puis on va travailler ensuite, si on décèle un potentiel, avec des gestionnaires de projets et une équipe de développement d'affaires en fait pour identifier des preneurs et des voies de commercialisation pour pouvoir aller toucher la société et des marchés avec toutes ces découvertes qui pourraient se transformer en innovation. Donc au niveau de ce travail-là, en fait, on parle beaucoup de travail sur la propriété intellectuelle. Donc la propriété intellectuelle de base qui est assignée à des établissements de recherche publique, comme vous l'avez vu dans notre mission. Donc ce qui est important de comprendre au travers aussi cet appel, c'est que justement, on va toujours travailler dans le cadre de cet appel à projet sur cette matière première qui est la propriété intellectuelle générée dans les institutions de recherche publique actives au Québec. Et on parle vraiment du sens large de cette propriété intellectuelle. Donc, ça peut être effectivement de la matière brevetable ou non brevetable. Il peut y avoir aussi du code ou du savoir-faire qui peut être valorisé au travers le processus. Donc, on est vraiment ouvert à tout type de propositions de votre côté. Et donc aussi simplement pour préciser, donc en tant qu'OBNL, donc on a une gouvernance représentative. Donc on a des établissements de recherche qui travaillent avec nous, les industriels, les investisseurs, notre CA, des organismes de soutien à la recherche, à l'innovation, puis à l'entrepreneuriat. Et donc voilà, de vous présenter cette mission-là, ça vous permet de comprendre un petit peu plus notre objectif, qui nous sommes, puis ce qu'on va pouvoir faire ensemble si on travaille dans le cadre de cet appel à projet aussi avec vous pour potentiellement apporter une aide financière à un de vos projets. Donc, pour Axelis, on est au 4e appel à projet. Donc, c'est l'appel à projet de 2024. On a eu d'autres éditions qui ont eu lieu par le passé. Donc, il y avait des thématiques de l'appel à projet 3 qui vont sans doute être réutilisées pour l'appel à projet suivant, donc le 5e. On est dans une récurrence aujourd'hui de l'appel à projet, donc on va continuer à travailler de cette manière-là aussi. Ça nous permet d'offrir en fait des subventions jusqu'à 600 000 $, incluant les frais indirects de recherche, je l'expliquerai un petit peu plus tard, et qui représentent quand même jusqu'à 80% de dépenses admissibles dans
dans les cas où c'est admissible, jusqu'à 36 mois. Donc, c'est vraiment une opportunité vraiment intéressante pour soutenir des projets qui peuvent émerger dans l'établissement de recherche. Donc, on vise vraiment à toucher en fait des phases d'expérimentation, de maturation pour des technologies en fait sur lesquelles on pourrait effectivement avoir une perspective de commercialisation. Aussi, simplement pour préciser, donc ça sera toujours des projets où on va travailler avec un chercheur en fait, qui va diriger vraiment la recherche. Donc, comme vous l'avez vu, c'est le point de départ un petit peu de cette technologie qu'on va supporter. Et puis, je vais vous détailler un petit peu plus ça dans les prochaines diapos, en fait, les critères d'admissibilité que vous avez retrouvés dans le guide. Essayez de répondre aussi à vos questions que j'ai déjà collectées pour que vous puissiez bien comprendre comment vous pourriez vous positionner et travailler dans la configuration avec une équipe de projet dans le cadre de ce lancement. Donc, au niveau de l'admissibilité dans le programme d'Axelis, je voulais aussi vous informer qu'au Québec, donc on a la chance de compter sur vraiment un très vaste panel d'organismes de soutien à l'innovation. Donc, comme vous l'avez vu, notre mission est très précise aussi par rapport à ce qu'on peut faire pour vous aider à développer des projets, mais il y a également d'autres organismes avec lesquels on travaille vraiment en continuum. Donc, nous, au niveau d'Axelis, on est sur tous les secteurs. On est vraiment, on s'intéresse à tout type de technologie. Là, il y a des focus sur certaines thématiques dans le cadre de cet appel à projet, mais vraiment, au quotidien, on travaille avec tout type d'inventions en fait dans tous les secteurs. On travaille avec les RSRI qui sont des regroupements sectoriels de recherche industrielle qui sont spécialisés sur les secteurs. On va les inviter pendant les comités à travailler avec nous pour observer en fait les projets et éventuellement aussi faire la passerelle lorsqu'il y a des projets qui seraient inadmissibles peut-être dans notre programme. Si vous avez potentiellement un projet sur lequel en fait il y a plusieurs partenaires, dont des privés, qui auraient aussi des briques technologiques à apporter dans le projet et qui vont travailler aussi avec les équipes de recherche pour développer en fait votre invention. Donc, vous avez la liste ici. Vous pouvez aller sur le site des RSI si vous voulez les voir aussi. Et donc, je vais vous présenter ensuite les établissements qui sont admissibles pour déposer un projet. Donc, ça a été une question qu'on a vue plusieurs fois en fait lors de l'inscription. Donc, qui sont les établissements qui sont admissibles à déposer un projet? Donc, pour nous, le porteur de projet, vous avez en fait 3 catégories qui sont à l'écran. Donc, il y a les établissements du réseau québécois de l'enseignement supérieur. Donc là, en fait, on parle vraiment du milieu collégial, par exemple. Donc, les CCTT sont admissibles aussi à participer. Les universités, il peut y avoir en fait des projets qui peuvent être coportés, hein, bien sûr, entre différentes catégories d'établissements admissibles. Il y aura toujours un lead à définir, par contre. Donc, ça, c'est la première catégorie. Vous avez ensuite les centres de recherche publics du Québec. Pour cette catégorie-là, pour être sûr qu'un centre de recherche est bien public, vous pouvez regarder dans le guide en fait, d'information, c'est un lien directement sur lequel vous pouvez cliquer. Vous avez la liste de tous les centres de recherche qui sont considérés comme publics sur directement le site du ministère. En dernier, vous avez donc dans la liste d'établissements admissibles aussi tous les centres de recherche du réseau de la santé et des services sociaux du Québec. Donc, par exemple, si vous êtes un centre de recherche hospitalier, que vous travaillez pour un centre de recherche hospitalier, c'est effectivement un porteur admissible pour déposer un potentiel projet. Donc, pour nous, le chercheur, en fait, qui va être à l'origine de la demande et qui va être identifié comme le chercheur principal, en fait, il va falloir qu'il travaille dans un de ces établissements pour pouvoir déposer le projet donc à son nom, puis potentiellement avec des co-chercheurs aussi qui pourraient travailler avec lui, qui sont dans le même établissement ou dans d'autres. Simplement, juste en fait, pour nous, quand on identifie un porteur au niveau d'établissement, la chose à considérer, c'est qu'en fait, on va vraiment attribuer l'aide financière au porteur, puis éventuellement, elle sera redirigée vers les autres partenaires ensuite. Donc, il y aura toujours ce rôle, on va dire, à considérer de manière spécifique si vous êtes plusieurs établissements dans une seule demande. Pour les partenaires privés, donc les partenaires privés sont nécessaires en fait pour pouvoir déposer un projet, même pour la prochaine étape le stade de la lettre d'intention. Donc lorsqu'on parle en fait d'un partenaire privé, on a souvent la question de se dire quels sont les types de partenaires privés qui sont
acceptable pour pouvoir travailler sur le projet. Alors pour nous, le partenaire privé qu'on souhaite avoir dans les projets qu'on va voir, ça serait le partenaire qui peut soutenir en fait l'avancée vers la commercialisation de cette technologie. Ça peut être vraiment variable selon les projets. Idéalement, ça pourrait être par exemple une compagnie qui voudrait intégrer une technologie qui a été développée dans le cadre, par exemple, universitaire dans son modèle d'affaires pour ensuite se positionner de manière concurrentielle. Ça pourrait aussi être, dans certains cas, des OBNL qui ont des fonds privés qui aimeraient soutenir cette technologie. On a aussi la possibilité de travailler avec des fonds de fondation lorsque les fonds sont privés. La taille des entreprises aussi n'est pas un obstacle. On peut accepter d'avoir des jeunes pousses. On peut accepter d'avoir des grandes entreprises. Simplement, en fait, voilà, il faut un partenaire privé qui puisse soutenir et qui va démontrer qu'on a une traction en fait sur cette technologie pour l'avancer. Et le rôle va être important puisque c'est le rôle de contributeur sur une partie des dépenses admissibles. Donc, la demande ne pourra pas être déposée, par exemple, par l'entreprise privée. Ça va être vraiment par l'établissement de recherche qui va travailler avec le partenaire privé qui est intéressé par cette technologie pour l'avancer un petit peu plus loin. Donc, l'aide financière va être effectivement versée directement à l'établissement de recherche publique qui va être porteur de la demande uniquement. Seules les dépenses en fait, qui sont engagées dans l'établissement de recherche vont être admissibles pour nous. Par exemple, les partenaires privés qui auraient des dépenses dans le projet pourraient les mentionner comme des contributions en nature. Ces contributions en nature sont considérées et on va effectivement pouvoir les noter en fait dans le dossier comme un soutien supplémentaire. Cependant, pour l'effet de levier de la contribution privée, en fait, vous allez le voir après, on a une diapo spécifique sur ça, va vraiment devoir être en fait en argent. Donc, ça va être un 20% ou un 50% si le partenaire est hors Québec, en argent, plus éventuellement, c'est ça, des contributions en nature que un partenaire privé pourrait apporter. Donc, pour les thématiques, donc quand on s'inscrit dans le cadre de l'appel à projet d'Axelis, vous avez effectivement on va dire des thématiques phares sur lesquelles on cherche vraiment à développer des nouvelles technologies qui pourraient répondre à des besoins sociétaux, économiques qu'on retrouve au Québec et puis dans la société. Donc, on va essayer de mettre vraiment le focus sur ces thématiques-là et on a décidé de travailler sur vraiment 3 grands piliers de thématiques. Donc, un programme qui est plutôt soins et santé, transformation numérique et développement durable pour couvrir quand même un vaste panel de types de technologies qu'on pourrait retrouver dans les établissements. Et donc, cette année, on a pour l'appel à projet 4 2024 d'Axelis, donc dans soins et santé, tout ce qui va toucher la prévention et le diagnostic. Donc, on a mis quelques exemples dans les guides. Je vais vous en citer aussi un petit peu ici. Donc, ça pourrait être des dispositifs médicaux, des tests diagnostiques ou compagnons. Ça pourrait toucher aux données, analyses, la nutraceutique, l'imagerie médicale. Donc, si vous avez en tout cas des technologies qui peuvent répondre à la question de la prévention et du diagnostic, vous pouvez nous les proposer aussi par courriel si vous voulez qu'on valide l'inscription dans la thématique. La santé numérique aussi. Donc, les soins virtuels et à distance, les dossiers médicaux électroniques, l'IA aussi pour le diagnostic médical par exemple, les outils pour la médecine de précision ou la santé mobile pourraient aussi répondre à ces questions de santé numérique. Dans la transformation numérique, cette édition-là, on va viser vraiment les logiciels et les services, donc les applications informatiques, la gestion et le traitement de bases de données par exemple, l'intelligence artificielle, l'info nuagique, l'utilisation de la réalité augmentée et aussi des technologies de communication et des protocoles filaires et sans fil, par exemple. Donc, si vous avez un doute, encore une fois, n'hésitez pas à me les envoyer par courriel. On va regarder vraiment où se situe en fait l'aspect inventif de votre technologie et voir si effectivement elle peut s'inscrire à l'intérieur. Sur le volet développement durable, on a 2 volets aussi. Donc, il va y avoir des technologies qui pourraient répondre à l'exploitation responsable de ressources naturelles, végétales et animales, par exemple, l'aquaculture, pêche, la foresterie, la sylviculture, l'agriculture durable, le traitement des aliments, par exemple. Donc,
Si vous touchez à ces sujets, ben, c'est admissible. La fabrication durable aussi, qui est un deuxième volet. Donc, les nouveaux matériaux, les produits durables, la gestion du cycle de vie des produits, l'efficacité de la production, l'industrie 4.0, par exemple. Toutes ces thématiques-là, en fait, font partie donc, des thématiques cibles pour notre appel. Peut-être que sur la ligne, certains d'entre vous avaient des technologies pour d'autres projets éventuels aussi, sur lesquels vous aimeriez peut-être avoir un accompagnement ou une aide financière. Je vous propose de m'envoyer quand même un courriel aussi si vous avez d'autres types de projets qui ne s'inscrivent pas en fait dans ces thématiques. Chez Axelis, on peut aussi en fait effectivement soutenir certains projets hors de l'appel à projet pour des thématiques autres. Donc on a effectivement une offre de service sur laquelle on peut vous accompagner en continu également. Donc je pourrais vous donner plus de détails à ce niveau si vous voulez m'en parler un petit peu plus. Mais en tout cas, pour cet appel, si vous inscrivez dans ces thématiques, ben vous êtes admissible sur ce volet. Puis je vais vous présenter ensuite le détail de l'aide financière pour que vous puissiez comprendre comment ça va fonctionner. Alors, concernant l'aide financière, pour précision, donc les fonds que vous allez recevoir de la part de Axelis. Donc, Axelis va transiter les fonds, mais ils proviennent effectivement donc, du programme de soutien aux organisations le PSO, en fait, volet 2 du ministère d'économie, d'innovation et d'énergie, donc du MEIE. Donc, c'est des fonds, en fait, provinciaux. Donc, c'est très important de noter que vous devez vous assurer effectivement que vous n'allez pas faire de cumul, en fait, par exemple, avec le partenaire privé qui aurait reçu déjà des fonds, par exemple du ministère aussi côté provincial, pour le réutiliser pour cette subvention. On aura des modèles, des gabarits de lettres en fait, qui précisent les conditions d'engagement pour mettre l'argent privé dans le cadre de ce programme. Donc, ce n'est pas cumulable. Vous ne pouvez pas cumuler, par exemple, en plus ce financement avec un financement qui proviendrait d'autres organismes qui travaillent aussi avec le PSO, comme par exemple les RSRI. Donc, il faudra effectivement se présenter à la bonne porte et c'est pour ça qu'on travaille ensemble pour s'assurer que vous sollicitez la bonne enveloppe. L'aide qui va être apportée, en fait, doit vraiment soutenir uniquement vos dépenses qui vont être reliées, donc spécifiquement, bien sûr, à la réalisation de ce projet pour les phases qui concernent vraiment l'expérimentation et la maturation des technologies, en fait, qui proviennent des établissements de recherche publics, avec la perspective d'aller vers la commercialisation. Donc, c'est vraiment toutes ces étapes-là qui sont admissible. Donc, l'aide maximum peut aller jusqu'à 600 000 $ avec les frais indirects de recherche inclus. C'est le montant en fait maximum et il n'y a pas de minimum. Donc, vous pourriez avoir un projet plus petit, hein, bien sûr. En fait, ce qui va vraiment peut-être aussi conditionner la taille de votre projet, donc, selon les besoins déjà pour développer ce que vous voulez faire, mais aussi en fait par rapport à la contribution privée. Il ne faudra pas oublier qu'en fait le 600 000, c'est en effet de levier avec l'apport maximal aussi du partenaire privé. Je vais vous montrer un petit peu plus bas tout à l'heure en fait sur comment ça fonctionne, mais vous allez vraiment avoir besoin d'avoir l'argent privé pour qu'on puisse mettre en fait l'argent du ministère par-dessus le montage financier du projet. Au niveau des frais indirects de recherche, donc il y a simplement une note en fait sur la diapositive pour vous dire qu'il y a des frais indirects qui s'appliquent pour les établissements admissibles. Les règles sont variables. Il y a un petit peu plus de détails dans le guide. Cependant, c'est des dépenses qui sont effectivement admissibles et qui vont être couvertes de la même manière en fait par le ministère et puis aussi par le partenaire privé, donc 80-20 ou bien 50-50 selon la configuration. Pour la plupart des établissements, les universités, les CCTT, donc ça va être 27% des postes admissibles. Donc, vous pourrez les voir en fait directement sur la lettre d'intention, par exemple, ou dans l'annexe des dépenses admissibles, quelles sont les dépenses sur lesquelles il faut appliquer 27%. Pour les équipes qui vont travailler en fait avec un établissement qui relève du réseau du service social et de la santé, là, il va y avoir 30% sur la contribution du partenaire qui s'applique. Donc, une petite différence. On a des gabarits différents pour chaque équipe. Éventuellement, si on travaille avec des fondations, il n'y a pas de frais indirects qui s'appliquent. Donc, on va vraiment regarder votre projet pour vous fournir les bons gabarits au moment où vous ferez votre soumission complète pour que vous puissiez bien calculer toutes les dépenses à prendre en compte dans le cadre de votre projet. Et aussi, donc simplement pour précision, donc les projets, donc ça sera des dépenses qui vont couvrir une période de 36 mois maximum. Donc, on va vraiment commencer à comptabiliser vos dépenses en fait au moment où vous aurez la lettre d'octroi et que vous nous communiquez votre date de début de projet. Et ça pourra courir jusqu'à un maximum de 36 mois.
Encore une fois, vous pourriez faire un projet plus court. Vous pourriez faire un projet, par exemple, de 24 mois ou de 18 mois. Donc, c'est vraiment à l'équipe de designer en fait, le projet de la manière la plus efficace pour libérer le plus de valeur possible, en fait, le plus rapidement possible aussi avec les fonds que vous avez à disposition, tout en étant conscient que ça sera un critère aussi qui sera regardé la cohérence du budget par rapport à l'échéancier dans le cadre des critères qui seront notés par le comité. Également, donc, dans le budget, vous avez 5% de frais de gestion de programme qui sont collectés par Axelis et qui s'appliquent sur le total des dépenses admissibles du projet. Donc, ces dépenses-là, en fait, vont être directement collectées sur la subvention du ministère. Puis, vous la verrez directement dans le montage également couvert, donc à 80-20 ou 50-50, en fait, avec la configuration qui s'appliquera pour vous. Sur le côté, donc vous avez effectivement donc, cette distinction. Donc, lorsqu'on parle de 80% de contribution maximale du ministère, je précise également qu'en fait, c'est aussi un taux de contribution publique maximale. Certains potentiels porteurs de projets pourraient avoir aussi des cofinancements côté du CRSNG, par exemple, d'autres fonds fédéraux. Donc, c'est important peut-être que vous nous les mentionnez d'avance, que vous regardiez en fait avec votre interlocuteur dans l'établissement aussi. Un cumul est quand même possible dans certains cas pour pouvoir avoir aussi un cofinancement fédéral. Donc, notamment, ça pourrait arriver si vous voulez excéder les montants qui sont appareillés dans le cadre du programme. Ça pourrait arriver aussi si votre partenaire est par exemple hors Québec et que vous souhaitez ajouter la contribution côté fédéral. Donc, certains montages spécifiques sont possibles. Nous, on essaie de repérer ces cas le plus vite possible pour être sûr de bien considérer le cumul des obligations entre les différents financeurs. Donc, on va les repérer le plus vite possible si vous les indiquez dans les lettres d'intention pour qu'on puisse vous aider à s'assurer que ça puisse bien fonctionner et qu'on puisse avoir un projet qui fonctionne avec les 2 subventions, par exemple. Donc, lorsqu'on parle aussi de 50%, j'ai dit des partenaires hors Québec. Peut-être que certains d'entre vous se demandent si leur partenaire est vraiment hors Québec ou pas. Peut-être qu'ils ont simplement un point de vente qui existe au Québec. Donc, c'est très important de considérer que pour nous, un partenaire qui va être au Québec, en fait, c'est un partenaire qui va avoir un numéro d'entreprise du Québec, qui va être inscrit donc, au registre des entreprises du Québec, qui va avoir des activités au-delà d'un point de vente. Donc, vraiment, qui pourrait être admissible au crédit R&D, qui va avoir des activités avec aussi une équipe de recherche. Donc, ça serait vraiment le type d'entreprise qui serait admissible pour avoir le 80%. Si l'entreprise ne fait pas d'activité de R&D, n'est qu'un point de vente au Québec, et la majeure partie des activités sont en dehors, sont dans une autre province, par exemple en Ontario ou à l'international, on pourrait tomber sur un taux de 50%. Donc, c'est le financement, donc moitié-moitié par le partenaire et par le programme. Mais si vous avez des doutes, on va pouvoir vérifier ça aussi avec vous sans problème. Tout en dessous, vous avez donc l'exemple de montage pour la contribution maximale. Donc, si éventuellement vous voulez solliciter le maximum dans le cadre du programme, donc ça nécessiterait d'apporter quand même 150 000 $ du côté du partenaire sur le projet. Donc, c'est quand même une trésorerie à considérer. Si le projet dure 36 mois, ben ça, il y aura plusieurs versements à considérer. Je vous les affiche tout de suite. Donc, petite timeline en dessous pour vous montrer un petit peu plus comment ça va fonctionner. Il va falloir en fait prévoir un versement du côté du partenaire tout au début du projet, donc un 50% de contribution qui va servir pour pouvoir débloquer le 50% de la subvention du côté du ministère. Ce versement, en fait, quand on parle du début du projet, ça veut dire après la lettre d'octroi, lorsqu'on va vous annoncer que votre projet est retenu et puis qu'on va l'accompagner, on va commencer à travailler avec vous en fait l'entente. On aura un gabarit à vous présenter donc pour mettre en place l'entente de projet avec les conditions de distribution de la subvention et puis les autres conditions aussi applicables pour la propriété intellectuelle, la confidentialité, etc. Ça sera vraiment là qu'on note le début du projet avec la date de départ où on va lancer la période de 36, 24, 18 mois selon ce que vous aurez choisi. Une fois que ce versement sera fait, que l'entente sera signée, donc on va pouvoir débloquer les fonds du ministère qui correspondront à 50%. On prendra votre projet, on va couper en fait la période en deux pour établir la date du
du rapport de mi-parcours. Donc, le rapport d'étape, en fait, celui-ci va vraiment être dû pour pouvoir libérer en fait, les prochains versements. Donc, on va demander au partenaire à ce moment-là de verser un autre 50%. Donc, sa contribution sera complétée au total à mi-parcours pour pouvoir décaisser le versement du ministère. Donc, ça va être 30% pour cette étape-là. Et on va garder un versement final, en fait, côté ministère pour le libérer à l'établissement au moment de la remise du rapport final. Donc, à l'acceptation du rapport final par le ministère, les fonds vont être transmis à Axelis, qui va nous retransmettre, en fait, la dernière tranche, donc qui correspondra à 20%. Donc, c'est important de le considérer parce qu'effectivement, pour le partenaire, donc là, par exemple, sur les années fiscales, par exemple, qui sont considérées pour apporter la contribution, ben c'est ça, il faut considérer que ça serait au début, puis à mi-parcours. Ensuite, en fait, si jamais les dépenses en fait, étaient inférieures à ce qu'on attendait dans le cadre du projet, ben, on fera un remboursement en fait, au partenaire puis au ministère de la part en fait, qui n'a pas été consommée. Mais c'est vrai qu'effectivement, donc 100% de la contribution sera versée déjà à mi-parcours, donc c'est important de le préciser. Alors, pour le processus d'application, donc dans le cas de l'appel à projet, il y a des étapes en fait à respecter et puis il va falloir en fait vraiment ne pas manquer ces échéances-là. On a mis une première étape en fait pour vous à respecter qui va être au 1er avril 2024. Donc cette étape est vraiment très importante parce que pour nous, en fait, c'est le moyen de vérifier si votre projet est bien admissible et ça vous permet aussi de vous laisser le temps de trouver en fait un potentiel partenaire pour travailler avec lui, pour l'engager en fait dans le cadre du montage de la demande complète qui va suivre. Aussi, dans les guides, vous avez sans doute pu constater qu'en fait, Axelis va vous renvoyer vers un courtier ou un directeur régional en fait qui travaille dans le secteur où vous vous situez en fait. Donc, si vous n'avez pas de courtier ou de directeur régional quand vous consultez la liste qui est disponible en fait dans le guide, vous pouvez me contacter. On va regarder ensemble en fait pour voir auprès de qui il va falloir vous adresser ou si vous adressez directement à nous. Mais en tout cas, c'est vrai qu'effectivement, il faudra vraiment prendre attache le plus vite possible avec votre courtier, votre directeur régional si vous avez une idée de projet. Et si vous avez un doute sur qui est le courtier ou directeur régional, je vais être là pour vous aider. Donc, au 1er avril, ça sera vraiment par l'entremise du courtier ou directeur régional qu'on doit recevoir la demande au nom de toute l'équipe sur notre adresse appel à projet. Donc, ça nous permettra de faire une révision vraiment administrative du dossier, savoir si vous inscrivez bien dans tous les critères d'admissibilité, si on peut inscrire effectivement votre dossier pour passer sur les prochaines étapes. Donc, on ne va pas forcément regarder la qualité de votre proposition à ce stade-là, scientifique ou quoi que ce soit. Ça va vraiment être simplement pour vous autoriser à aller sur la prochaine étape un petit peu plus loin avec vraiment plus d'exigences en termes de contenu sur la demande. Donc, au niveau de la deuxième étape, donc en fait, ça c'est simplement une notification, une invitation en fait que vous allez recevoir au plus tard, en fait, le 1er mai. Donc même les équipes qui ne seraient pas admissibles, vous allez recevoir quand même en fait un courriel qui vous précisera peut-être des pistes aussi sur lesquelles on pourrait travailler pour présenter votre dossier à une autre porte. Ou vous inviter à corriger certains éléments pour pouvoir en fait soumettre quand même votre demande complète éventuellement. Donc ça sera vraiment au 1er mai 2024 au plus tard que vous allez recevoir en fait cette notification. Si c'est en fait une autorisation pour poursuivre, vous allez recevoir en fait un kit d'application. Donc dans le kit d'application complet, vous aurez vraiment la demande complète, donc qui est plus rédigée que la lettre d'intention. Qui va vous détailler, je vais vous montrer un petit peu plus tard comment ça va se passer. Donc vraiment, 2 grandes sections majoritaires sur le projet, puis sur le potentiel de transfert et le budget définitif, et toutes les annexes qui vont être requises. Donc ça sera vraiment un travail que vous allez faire entre le 1er, quand vous aurez cette invitation, puis le 30 juin. Donc une fois que vous aurez complété c'est ça, les annexes, les documents, votre budget, et que vous avez une version qui est assez avancée, vous pourrez nous la soumettre 3 semaines avant pour révision. Mais sinon, l'étape à ne pas manquer, ça va être de transmettre cette demande complète à Axelis, donc au 30 juin 2024. Cette date-là, c'est vraiment la date à laquelle on doit recevoir les propositions, parce que ce qui va suivre, en fait, ça va être l'organisation des comités d'évaluation. Donc au 30 juin, lorsqu'on aura reçu tous les dossiers,
on vérifiera effectivement s'ils sont complets, puis on va inviter en fait notre comité d'évaluation. Donc, je vais vous présenter après, ce sera des externes en fait indépendants qui sont mandatés par Axelis pour se positionner pour une recommandation avec nous et qui vont regarder en fait des propositions de projets pour faire une recommandation auprès du ministère. Donc, c'est une étape qui prend quand même un certain temps. On va analyser tous les projets donc ensemble avec des thématiques spécifiques avec les évaluateurs. C'est là aussi, en fait, les RSRI seront invités à être observateurs avec le ministère aussi. Puis, ça nous permettra de prendre une décision sur le dossier. On se servira aussi de tous les commentaires de ces comités d'évaluation pour vous les restituer. Même si le projet est financé, il y aura toujours des commentaires qui pourront être utiles pour la vie du projet. Si c'était un refus, vous aurez aussi toutes les raisons. Donc, nous, on va les documenter lors de ce comité. Et les résultats donc, vous seront communiqués à l'automne 2024. La date sera encore à définir, on vous la précisera un petit peu plus tard. Et dans la timeline, donc les projets devront débuter donc, au plus tard en Q1 2025. Donc, en fait, simplement entre l'automne et Q1, ce qui est important de considérer, pourquoi il y a un battement, c'est parce qu'on va vous demander de mettre en place l'entente du projet. Et cette étape prend en général un certain temps aussi. Vous pouvez commencer le projet sans avoir signé l'entente. Cependant, l'entente, c'est vraiment l'étape engageante pour le partenaire qui va mettre sa contribution effectivement dans le cadre de ce projet par écrit dans un contrat. Donc, c'est souvent une étape qu'on attend quand même d'avoir pour pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est pour ça que dans les ambitions, c'est important de considérer que les projets débuteraient en 2025 pour la plupart, et exceptionnellement un peu plus tôt s'il y avait certains projets qui avaient le besoin, et aussi avec l'accord de l'établissement, bien sûr. Alors, pour les guides, donc simplement, je voulais vous informer que vous avez donc les guides en français sur le site directement, mais vous avez possibilité d'avoir aussi des guides en anglais. Donc, on a obtenu une version traduite, donc je vais partager avec certains qui m'ont déjà demandé les guides en fait au cours de la journée. Vous pouvez nous les demander juste par courriel. Donc, on va vous les partager. C'est le seul document, par contre, qui est traduit. Donc, la lettre d'intention ou le document de demande complète vont rester quand même dans un gabarit en français. Une petite précision aussi pour donc les équipes qui impliqueraient des chercheurs anglophones ou des partenaires anglophones qui auraient besoin de soumettre la demande peut-être en anglais aussi. Alors, il y a possibilité de demander une exception pour soumettre votre demande en anglais. Simplement, il y aura une partie de la demande complète qui devra rester en français, ça vous sera précisé. Tout le reste pourra être en anglais si votre chercheur principal est anglophone ou si votre partenaire est anglophone, par exemple, n'est pas basé au Québec ou a besoin de réviser et de contribuer dans la demande, ça sera possible. Simplement, il faudra garder le gabarit en français et remplir les sections en anglais. Donc, si vous avez des questions sur ce point, n'hésitez pas. On peut aussi prendre quelques appels en direct avec des équipes quand vous avez ce cas-là pour refaire une petite séance d'information avec vous pour pouvoir expliquer un petit peu plus les critères aussi en anglais si besoin. Donc, vous pouvez me contacter pour ça. Alors, on ne va pas ouvrir les guides spécifiquement aujourd'hui, mais simplement pour vous rappeler, donc dans les guides, il n'y a pas de surprise si vous avez des projets en plusieurs thématiques. Tous sont admissibles, on va dire, dans la même mesure. Donc, il y a les mêmes critères d'admissibilité, il y a les mêmes potentiels montants à obtenir aussi en termes d'aide financière. Donc, la seule partie qui change vraiment dans les guides, en fait, c'est la section qui explique la thématique et qui vous donne des exemples. Donc, ça, c'est la seule section qui change. L'annexe des dépenses admissibles, etc., tout est vraiment similaire. Donc, vous pouvez comparer, ça sera vraiment pareil. En fait, c'est vraiment juste la partie qui explique la thématique qui a été modifiée. Sur le rappel des critères d'unicité, donc simplement, je l'ai déjà dit en fait, mais c'est effectivement toujours des projets dirigés par un chercheur qui est dans un établissement de recherche public du Québec. Si éventuellement des chercheurs ont des co-affiliations, vérifiez bien qui est vraiment l'établissement auquel vous vous attachez pour pouvoir faire le dépôt de la demande. Il faudra un partenaire privé minimalement, ça peut être plusieurs partenaires donc, qui contribuent au 20% ou au 50%, qui soient en mesure d'aider à aller plus loin pour la commercialisation de la technologie. Et puis, on vise toujours la maturation d'innovations, d'inventions qui sont vraiment issues de la recherche publique, en fait, et qui ont procédé à
à une déclaration d'invention auprès de leur établissement. On a eu une question, je pense, sur ce point-là, en fait, sur comment ça se passe effectivement la déclaration d'invention. Donc, quand vous adressez en fait à vos interlocuteurs qui sont soit des courtiers ou soit directeurs régionaux d'Axelis, ils vont s'assurer avec vous que ce processus a été fait. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait à ce stade-là, on va le voir, c'est pas un problème. Vous pouvez le faire en fait jusqu'à la date du dépôt. Simplement, la déclaration d'invention, pour nous, c'est un document qui va retracer le contexte en fait de la création de l'invention qui va être maturée et qui va la rattacher vraiment à une découverte qui a été faite dans le cadre effectivement du travail de l'établissement. Donc, c'est un petit peu pour nous le début de la chaîne de titre aussi pour votre propriété intellectuelle. Et il faut que cette propriété intellectuelle soit toujours assignée à un établissement de recherche du Québec. Exceptionnellement, donc s'il y a des partenaires qui auraient, ou des startups qui auraient effectivement eu l'assignation de la propriété intellectuelle, mais qu'aujourd'hui c'est maturé par l'établissement, des rétrocessions sont possibles aussi. Donc, c'est des cas particuliers, mais on pourra en discuter vraiment sur cette partie de propriété intellectuelle avec votre courtier, votre directeur régional qui sera dans la boucle avec nous, et éventuellement d'autres contacts d'établissement. Pour les universités, c'est plus classique ce processus, mais pour les CCTT, c'est un autre processus. Donc, vous pouvez vraiment vous rapprocher, c'est ça, du courtier pour regarder comment ça s'applique pour vous selon votre établissement. Je pense qu'on parlait effectivement d'étapes de maturation plusieurs fois, mais simplement pour préciser de quoi on parle. Donc, c'est vraiment, si vous regardez l'échelle de maturité technologique, pour là où vous en êtes rendu, en fait, au final, avec votre technologie, ce serait vraiment de commencer avec un niveau de maturité technologique 3 au début du projet. Donc, il faut vraiment travailler sur des projets qui sont à l'étape vraiment de trouver une voie vers un marché qui a été identifié. Donc, c'est important de noter qu'effectivement, on ne peut pas soutenir de projets de recherche fondamentale ou non dirigés. On est vraiment en fait en train de soutenir une technologie en fait qui va avoir vraiment une application visée et que vous ayez déjà effectivement des données qui sont capables en fait de remplir les sections pour pouvoir parler effectivement de comment vous allez viser le marché ou l'intégration à la société pour cette technologie. Alors, je vais passer simplement à la présentation de la lettre d'intention. Donc, c'est le document en fait que vous trouvez sur le site d'Axelis directement dans le téléchargement en dessous des guides, qui est en fait vraiment le document à remplir pour pouvoir aller de l'avant avec votre projet, puis l'inscrire en fait dans la liste des projets qui vont être considérés pour cet appel. Cette lettre d'intention, c'est vraiment donc quelque chose de très sommaire à ce stade-là, mais tout de même, ça nous donne vraiment une idée un petit peu du type de projet que vous voulez nous soumettre et ça nous permet de voir vraiment s'il est admissible et puis peut-être vous donner quelques conseils aussi sur la rédaction pour la suite. Donc, vous allez avoir l'accompagnement en fait du courtier ou du directeur régional pour le remplir. Ils ont aussi été informés de comment remplir le document pour avoir toutes les informations complètes et être sûr que vous puissiez très vite passer en fait à la prochaine étape. Donc, sur la première page, c'est très simple, le titre du projet. On vous demandera peut-être de manière privilégiée de mettre en français parce que ça fera partie des sections obligatoires en français. Qui va présenter donc ce projet, donc le chercheur principal. Donc, il pourrait y avoir des co-chercheurs, mais ici, ça sera vraiment le chercheur principal puis son établissement. Le nom du courtier aussi d'Axelis qui l'accompagne en fait dans la démarche de dépôt. La page 2, ça va être vraiment les informations générales sur le projet. Donc, vous avez de nouveau un titre. Je précise aussi que si éventuellement votre projet a déjà été connu par Axelis ou par les sociétés de valorisation, en fait, vous pouvez nous présenter aussi le numéro en fait de la technologie sur laquelle on aurait peut-être déjà travaillé avec vous. Donc, si vous aviez déjà fait, par exemple, une analyse technico-commerciale avec Axelis et que vous avez déjà un numéro, vous pouvez l'indiquer juste avant le titre. Comme ça, on va pouvoir retrouver la technologie sur laquelle on aurait déjà un dossier avec vous. Le secteur d'activité, donc ça va être sur les 3 thématiques. Vous pouvez choisir l'une d'elles. La durée du projet jusqu'à 36 mois maximum. Donc, ces informations à ce stade où on vous demande une projection. Éventuellement, s'il y a des petits ajustements avec le dépôt final, dans certaines mesures, ça pourrait être acceptable. Là, il faudrait quand même mettre des informations le plus juste par rapport à ce que vous prévoyez déjà. Et si jamais il y a des changements, vous pourrez nous les pointer en fait au moment du dépôt complet.
La section sur la déclaration d'invention de la propriété intellectuelle. Donc là, c'est important si vous n'avez pas encore la date de la déclaration d'invention parce qu'elle est à faire. Vous pouvez marquer à faire, mais vous aurez vraiment l'impératif de le faire au plus tard, en fait, vraiment au moment de la demande complète. Donc, il faudra toujours qu'on ait une date de déclaration d'invention qui soit antérieure au dépôt de la demande complète et que le formulaire ait été fait selon les processus d'établissement. La liste des inventeurs, puis la conformité avec les règles de l'établissement. On va aussi vous demander où se passent les activités de recherche, qui possède la propriété intellectuelle. On reprend le nom du chercheur principal et son titre, le niveau de maturité de la technologie au début puis à la fin. On a dit effectivement ça pourrait débuter à partir de 3. Donc c'est le stade auquel on peut commencer à vous soutenir. La section sur l'historique de financement dans le programme de maturation, c'est en fait quand vous avez déjà eu un financement dans le cadre d'un soutien du ministère, en fait, du MEIE, par exemple. Ça aurait pu être avec les RSRI sur le même projet ou une brique du projet. On vous demande de l'indiquer. Donc, vous pouvez nous marquer le numéro de la convention du ministère. Ça, c'est une révision que de toute façon, on va aussi faire de notre côté. Donc, mais c'est mieux de le pointer le plus vite possible parce que si vous avez un projet qui a déjà été soutenu ou qui est soutenu en ce moment par un autre programme du ministère, ça pourrait générer des enjeux pour nous pour pouvoir soutenir la proposition. Donc, il va falloir démontrer que ce n'est pas le même projet éventuellement, qu'il n'y a pas d'interdépendance entre les deux, mais ou bien ça pourrait être un projet qui est déjà fini mais qui a déjà été soutenu et on voudrait le capter aussi. Donc, vous pouvez nous l'afficher ici. Puis, si vous avez aussi un cofinancement, un autre financement public, donc ça pourrait être un financement fédéral, on va vous demander de l'ajouter aussi ici. Cette section, en fait, ici, est publique. Donc, le sommaire et puis la description du projet, c'est ce qu'on utiliserait pour communiquer, bien sûr, avec votre accord sur votre projet en cas d'octroi. C'est aussi une partie qu'on pourrait utiliser pour éventuellement rediriger votre projet avec votre accord si nous n'étions pas la bonne porte d'entrée pour pouvoir soutenir c'est ça, ce projet-là. Donc, en dessous, vous avez une section pour la description qui est par contre confidentielle pour Axelis. Et on enchaîne ensuite sur des détails plus précis sur les objectifs, les principales étapes de réalisation. Donc, vous avez un certain nombre de lignes. On a prévu que normalement, ça devrait suffire pour vous. On ne demande pas de date précise encore parce que, comme vous l'avez vu, on se projette un peu plus loin, jusqu'à 2025, pour avoir le début du projet. Donc, simplement, vous pouvez indiquer du 1er au 6e mois, par exemple, mais pas de date précise puisque, par expérience, souvent, elles peuvent évoluer. Les livrables, c'est pareil, en fait. Par exemple, ça peut être au 6e mois. Juste simplement, donc, pour vous, là, on va demander les livrables de projet, mais vous aurez aussi, de toute façon, un livrable, en fait, du côté du rapport d'étape qui sera demandé donc à mi-parcours, et vous aurez aussi un livrable pour le ministère qui sera le rapport final qui permettra de débloquer, en fait, le dernier versement. Concernant le budget, donc là, c'est effectivement alors, c'est effectivement un PDF, donc ce n'est pas dynamique, malheureusement. Donc, vous aurez quand même un budget Excel pour pouvoir faire la demande complète. Adressez-vous à votre courtier ou à votre directeur régional, en fait, parce qu'on va leur fournir quand même des gabarits Excel aussi pour faire des calculs sur les budgets. Effectivement, ici, vous pouvez indiquer donc toutes les dépenses qui sont prévues. Encore une fois, c'est dans une étape très préliminaire, donc on sait qu'effectivement, il y aurait peut-être des évolutions qui vont se présenter. Simplement, ça nous permet de voir dans une certaine mesure si jamais vous êtes au-dessus de certains ratios, en fait, que le programme peut soutenir. Donc, nous, par exemple, donc tous les postes qui sont dans les premières catégories sont ceux qui sont admissibles au FIR à 27%. Ça nous permet de savoir effectivement le montant de frais indirects et puis le total global de la subvention si on est bien en dessous du 600 000. On va aussi regarder la partie achat et location d'équipements. Donc, le programme peut en soutenir dans une certaine mesure jusqu'à 25% des dépenses admissibles ou 25 000 par équipement avant les taxes. Mais le programme n'est pas là pour acheter de gros équipements. Il y a d'autres programmes pour ça. Donc, si jamais vous en avez, on vous redirigera aussi. Pour les frais de gestion ou de valorisation de la propriété intellectuelle, donc c'est aussi en dessous de 10% du total du budget à maintenir. Et puis, donc, pour le reste, effectivement, il n'y a pas forcément de maximum, mais on va quand même considérer, par exemple, si vous avez des frais liés à la sous-traitance, par exemple,
des dépenses externes qui auraient lieu, très vite de pouvoir voir si effectivement vous avez des alternatives pour trouver éventuellement des dépenses qui seraient réalisées dans le milieu académique toujours au Québec, ou effectivement s'il y a des frais de sous-traitance de pouvoir les justifier parce que ça c'est des postes qui vont être pour des externes. Donc on n'a pas de ratio maximal, mais on va quand même le regarder. Il faudra donner des justificatifs spécifiques pour ces postes-là. Donc ce tableau, en fait, c'est juste les contributions, donc celle du ministère qui serait à 80% de toutes les dépenses admissibles, et puis celle du partenaire à 20% si on est avec un partenaire au Québec, et puis 50-50 dans le cas où effectivement vous travaillerez avec un partenaire qui va être situé dans une autre province ou internationale. Ensuite, je vais descendre un petit peu plus bas, on va tomber sur la section sur la stratégie de gestion de l'API. Donc, ces questions qu'on vous pose très vite, parce qu'en fait, comme vous l'avez compris, étant donné la mission d'Axelis, nous, on va vraiment chercher à s'assurer de comprendre en fait qu'est-ce qui va être fait avec en fait la matière première du projet, la propriété intellectuelle qui aurait du potentiel. Donc, ça peut être potentiel commercial, social, environnemental. Donc, vous pouvez vraiment détailler un petit peu plus ici de quoi il s'agit. Puis, on va vraiment vous demander en fait déjà de projeter un petit peu plus loin quelle serait la stratégie aussi de partage des droits, des revenus, etc. Donc, comment ça va se passer entre les différents acteurs qui vont être impliqués, différentes parties en fait qui vont être impliquées dans le projet. C'est sûr que vous êtes encore dans un développement de maturation d'une technologie avec plusieurs étapes avant d'arriver au marché, encore dans des stades assez risqués. Cependant, en fait, on aimerait encourager et pousser les équipes à nous décrire le plus détaillé possible en fait la stratégie que vous viseriez pour le partage des revenus. En fait, un des objectifs aussi du soutien au programme, c'est vraiment de générer des retombées positives pour les établissements qui ont généré des propriétés intellectuelles de valeur en fait, et qui ont un potentiel commercial, environnemental, social, sociétal en fait au Québec. Donc vraiment de reconnaître aussi cette part de contribution qu'ils ont eu dans le développement en fait de ces technologies. Donc ça peut être par exemple des royautés, il peut y avoir d'autres modèles éventuels que vous pourriez nous proposer. Donc on va vraiment regarder cette section avec attention, puis vous revenir aussi si jamais on voyait que ça pouvait ne pas fonctionner, mais en tout cas, c'est très, très important. Donc, il y a un peu plus de place ici. Donc, n'hésitez pas à mettre des scénarios. Vous avez vu, il y a des dates de tombée donc, précises. Vous ne pouvez pas venir au dernier moment au courtier pour lui rendre le document et compléter de votre côté. Il y a des signatures requises. Donc, celle du chercheur principal, celle aussi du représentant autorisé dans l'établissement. Donc, en fait, il faut s'assurer que votre établissement va être au courant de ce projet, le soutienne, puisque c'est la propriété intellectuelle qui est assignée dans un établissement. Donc, vraiment, c'est très important de considérer cet aspect-là, en fait, et de compter le temps aussi de signature pour l'aide d'intention. Ça peut prendre quand même un certain temps dans les établissements. Donc, voilà. Vous avez ensuite l'annexe dépenses admissibles, il est aussi disponible dans les guides. Donc, simplement, référez-vous vraiment à cette section pour avoir toutes les infos et voir si vous avez effectivement la possibilité de calculer de manière assez précise pour nous déjà vos dépenses à ce stade pour le budget préliminaire. Je vais revenir à la présentation sur l'évaluation des projets. Donc, comme je l'ai indiqué, effectivement, vous allez passer au travers un processus dans lequel on va soumettre en fait le projet à un comité qui va regarder vraiment la qualité du projet. Donc, contrairement à la revue administrative à l'aide d'intention, là, ça va vraiment être axé sur ce qui est écrit dans le plan que vous avez développé pour maturer la technologie, sur comment vous avez travaillé sur la qualité de votre équipe, la pertinence aussi de travailler sur ce projet, la qualité scientifique, caractère innovant, donc tout le critère 1 que vous pouvez lire à l'écran. Donc ça, c'est vraiment les points sur lesquels en fait la grille d'évaluation qui a été définie avec le ministère va vous permettre d'attribuer une notation. Donc c'est très important de considérer que ce critère, souvent effectivement la partie sur le projet très détaillée. À ce stade, on a beaucoup d'informations sur ce qu'on veut faire. Ça compte pour 50% de la note, mais vous avez un autre critère très important qui va compter aussi pour 50% de la note.
et qui va vous demander de travailler vraiment un petit peu plus sur des projections. C'est donc dans le cadre du critère 2, vraiment toute la section qui va vous demander de détailler le positionnement, par exemple, sur le marché, l'analyse de la compétition, comment, par exemple, même le pricing pourra se détailler par rapport à d'autres solutions qui existent éventuellement. Donc vraiment, sur ce critère 2, on va regarder, c'est ça, si votre plan de valorisation il a bien été défini, s'il a l'air cohérent pour avancer, si vous avez bien fait une revue diligente de toute la propriété intellectuelle aussi qui pourrait exister aussi sur qui serait reliée quand même à cette thématique, à cette solution, que vous avez bien identifié votre potentiel économique ou social, par exemple, pour votre technologie, que vous avez de l'intérêt. Donc, si vous avez, par exemple, un partenaire qui travaille avec vous, qui n'est pas forcément le partenaire final pour commercialiser, ce qui serait très important, c'est si vous arrivez à avoir aussi des lettres de manifestation d'intérêt. Donc, vous pouvez déjà commencer à les travailler le plus tôt possible si vous travaillez pour chercher plusieurs types de partenaires. Donc, si vous avez aussi, c'est ça, des potentiels supports pour avancer la suite en fait du projet et aller vers les autres étapes pour pouvoir commercialiser. Et si vous avez déjà donc identifié des potentiels acquéreurs pour la technologie, ça se pourrait que ce soit vraiment déjà le partenaire avec lequel en fait vous avez travaillé pour la demande, mais éventuellement ça pourrait être d'autres aussi. Donc le comité d'évaluation, ça va être 3 évaluateurs experts externes indépendants par projet. En termes de profil, parfois on nous pose la question aussi. Donc, ce ne sont pas en fait des chercheurs. Ce ne sont pas des pairs qui vont regarder en fait le projet. On va avoir un groupe d'évaluateurs en fait qui sont des personnes du milieu en fait qui travaillent dans l'industrie depuis longtemps, qui vont être des entrepreneurs à succès dans ce domaine-là, qui vont travailler parfois dans des fonds d'investissement aussi sur des thématiques dans lesquelles vous œuvrez. Donc, en fait, ça va vraiment être des personnes qui ont la vue marché, donc beaucoup sur le critère 2, qui vont vraiment la regarder avec attention parce que c'est souvent quelque chose sur lequel ils vont être aussi très proches. Ils ont quand même le background scientifique pour comprendre. Donc, c'est vraiment 3 types de profils avec des expertises variées qui vont nous soutenir pour pouvoir donner une recommandation sur la recommandation en fait, de financer le projet ou de ne pas le financer à ce stade. Donc, dans le cadre de l'évaluation, donc Axelis sera là pour vraiment prendre les notes sur tout ce qui va être dit. Vous allez aussi avoir, c'est ça, la possibilité d'avoir donc ces restitutions à la fin, donc on va vous les transmettre. Il y aura le ministère et puis les RSRI donc, qui vont être avec nous selon la thématique en observateur pour prendre aussi connaissance de ce qui va se passer ensuite avec votre projet. Et donc, les grilles d'évaluation sont définies vraiment sur les critères que vous avez vus. Donc, vous pourrez les retrouver aussi dans la demande complète pour toujours les avoir en tête. Donc, suite à l'octroi, donc, il y aura une annonce publique pour les projets retenus, simplement pour vous préciser. Donc, vous allez être mis en lumière un petit peu plus, si bien sûr vous l'autorisez, parce qu'il y a des technologies qui sont confidentielles, un peu plus détaillées avec nous. Lorsque vous ferez partie de l'appel à projet, on proposera aussi des capsules pour parler de votre projet, les mettre en lumière. Quand vous aurez l'aide d'octroi, donc on pourra commencer à travailler les ententes. C'est Axelis qui va proposer le modèle d'entente. On a une équipe d'affaires juridiques qui nous aide à développer en fait, c'est ça des clauses qui fonctionnent avec le programme, puis avec les différents cas qui peuvent se présenter à nous. On vous aidera donc à mettre ça en place. On s'assurera donc de la distribution des fonds du côté provincial, pas ceux privés. Les fonds privés vont être transités directement en fait aux établissements de recherche avec le calendrier. Et puis, donc, on pourra aussi donc, vous aider si vous avez, par exemple, besoin de plus d'accompagnement sur la partie de gestion de la propriété intellectuelle, de valorisation. N'hésitez pas, en fait, à nous solliciter aussi à l'adresse info@commercialaxelis.ca parce qu'on pourrait potentiellement vous aider donc, sur le démarchage, l'analyse du potentiel économique, etc., dans le cadre de notre offre de service aussi. Donc, selon le projet, si on avait d'autres, si éventuellement pour ce projet vous aurez besoin de plus de soutien, on pourra apporter plus. Sinon, simplement, c'est lorsque vous aurez votre octroi, on sera là pour faire le suivi, pour s'assurer que vous respectez les échéances, pour remettre les rapports, etc., le mettre en valeur. Ça sera, on va dire, l'accompagnement type qu'on va offrir à toutes les équipes retenues. Donc, juste, vous avez à l'écran les prochaines échéances, donc celles à ne pas manquer. Donc, ça sera le 1er avril, puis d'ici le 1er mai, donc vous serez informés si vous pouvez participer.
On espère avoir beaucoup de dossiers qui nous parviennent dans le cadre de ce nouvel appel. Puis, on, voilà, on offrira aussi, là, je voulais ajouter également donc, une révision plus poussée de certains dossiers 3 semaines en fait, avant le dépôt complet. Donc, surtout aussi cette petite échéance là, qui est moins explicite. N'oubliez pas quand même de la considérer parce que ça peut vraiment changer aussi. C'est ça, les étapes finales pour terminer votre proposition. C'est quelque chose qu'on va offrir avec notre équipe gestionnaire de projet qui a l'habitude de travailler sur des demandes. Donc, voilà, c'est un petit peu la timeline à laquelle s'attendre. Puis, il faut vraiment considérer qu'il n'y a aucun versement de la subvention qui sera possible en fait avant les lettres d'octroi. Donc, toujours à considérer dans vos estimés. Si éventuellement cette timeline était un petit peu longue aussi pour vous, notez que notre programme existe aussi en continu, comme je l'ai indiqué, sur toutes les thématiques. Donc, vous pouvez toujours aussi me contacter si vous voulez éventuellement proposer un projet hors de ce cadre-là. On arrive à la partie d'échange et de questions. Donc, je vais regarder si éventuellement je voyais des mains levées. Donc, je pense que vous pouvez éventuellement lever la main pour pouvoir poser des questions. Et je vais regarder si je trouve aussi certaines questions. Alors, on a une question à l'écrit qui a été posée. Alors, bonjour. Typiquement, par expérience d'autres appels à projet, quel est le taux de succès d'une demande complète? Combien de demandes sont financées versus déposées? Alors, c'est vraiment variable. Effectivement, on a un taux de succès qui est inférieur dans l'appel à projet par rapport aux affaires courantes d'Axelis parce qu'effectivement, il y a moins d'accompagnement qui est proposé. Donc, ça se pourrait qu'effectivement, lorsque vous arrivez devant le comité d'évaluation, il manque des sections quand même sur le critère, par exemple, de transfert, mais qui nous permettent aussi d'alimenter un travail pour un second dépôt. Donc, on a le droit de redéposer aussi certaines propositions en se servant justement des retours qu'on a eu du comité. Pour l'instant, en fait, on n'a pas discriminé sur la taille de l'enveloppe disponible. Un projet n'avait pas forcément obtenu le financement lors du dépôt d'un appel à projet, mais nous ont été soumis après, dans le cadre, par exemple, de nos affaires courantes ou d'un autre appel à projet, puis peuvent prendre en considération les commentaires pour déposer avec une meilleure version. Donc, si on prend le taux global, ça peut remonter un petit peu plus haut. Je vais regarder au niveau des participants. Je pense qu'on a une main levée. Je vais essayer de vous autoriser à utiliser le micro, la caméra. Donc, je pense que c'est Jean-Michael Télérier. Oui, tout à fait. Une Bonjour, question. vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Ah, super. Ouais, je me demandais, est-ce que vous, Axelis, vous pensez à un moment organiser peut-être quelque chose pour que, en tant que centre de recherche, on ait l'opportunité peut-être de rencontrer des partenaires industriels, peut-être un événement de meet-up, quelque chose comme ça ou... Oui, effectivement. Donc, en fait, là, c'est vrai qu'au niveau d'Axelis, donc, on travaille avec certains partenaires de l'écosystème pour proposer ça, des événements plutôt de maillage aussi, de rencontres avec différents types de partenaires. On a justement eu un hier, en fait, mais avec CQDM, par exemple, qui permettait justement de mailler, on va dire, des chercheurs, puis aussi le milieu directement industriel pour parler de potentiels projets. On va essayer de renouveler cette expérience, en tout cas avec d'autres partenaires. Là, on n'a pas encore de date définie, mais ça s'en vient. On a vraiment l'idée parce qu'on sait qu'effectivement, souvent, l'enjeu que vous pouvez avoir, c'est de trouver le partenaire. Donc là, on a essayé de laisser le plus de temps possible jusqu'à l'aide d'intention pour que vous puissiez trouver le partenaire qui serait capable de vous donner la première lettre. Parce qu'au stade du dépôt de la lettre d'intention, on va demander d'avoir la lettre d'un partenaire qui dirait effectivement qui est capable d'apporter le 20%, qui va s'engager pour la demande complète. Plusieurs partenaires possibles aussi, mais c'est souvent une étape un peu critique. Si jamais vous avez vraiment besoin d'aide sur cette partie-là, donc l'appel à projet, c'est souvent pour des équipes qui ont déjà trouvé un partenaire, qui seraient capables d'aller directement soumettre leurs propositions et qui ont besoin de beaucoup moins d'accompagnement. Au niveau d'Axelis, en fait, on a une équipe aussi de développement d'affaires qui peut être sollicitée en cas de notre offre de service pour aller exposer la technologie, chercher effectivement des preneurs, trouver une manière de présenter effectivement votre potentiel projet pour intéresser des partenaires qui seraient effectivement intéressés à intégrer ensuite ça commercialement dans leur offre. En fait, puis on pourrait éventuellement regarder avec vous si jamais vous n'êtes pas capable de trouver le partenaire pour la date de dépôt de l'appel à projet, d'avoir peut-être un support dans nos affaires courantes, si vous le voulez, pour pouvoir ça, bénéficier d'être un preneur et de vous réintégrer dans le prochain appel ou bien peut-être dans nos affaires courantes aussi. On pourrait s'en parler
Avec plaisir. Avec plaisir. Merci. Donc, il y avait une question, c'était doit-on avoir une acceptation d'une entreprise pour ce projet? Donc, au stade de la lettre d'intention, en fait, c'est vraiment d'avoir déjà un partenaire potentiel qui serait prêt à dire je voudrais soutenir ce projet. Il y a eu un budget préliminaire qui a défini effectivement, par exemple, un projet qui va être à 100 000 dollars éventuellement. Et puis, j'ai compris que 20%, ça va représenter 20 000 dollars. Donc, je serais capable de m'intéresser à soutenir ce projet avec 20 000 dollars d'argent privé de mes fonds. Donc, ça serait vraiment nécessaire. Donc, oui, effectivement, il faudrait déjà avoir une entreprise. Alors, entreprise ou organisation, on va dire, comme on a dit, peut-être ça peut être une OBNL, une fondation, une jeune pousse, une grande entreprise qui serait capable de soutenir. Donc, si vous avez effectivement déjà ce partenaire, ça serait capable de s'inscrire. Ensuite, il y a eu une question aussi, c'était pourriez-vous préciser les critères d'admissibilité liés au dépôt de la déclaration d'invention? Donc ça, effectivement, c'est un document vraiment où les courtiers, les directeurs régionaux vont pouvoir vous informer de quoi il s'agit. Peut-être que vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire une déclaration d'invention. Parfois, dans les établissements comme justement les centres collégiaux, ce n'est pas forcément la même pratique que dans les universités. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va vous aider, puis s'assurer que vous l'ayez déjà. Ça se peut qu'elle soit déjà faite. Puis dans ce cas-là, c'est parfait. On a juste à la réutiliser. Puis si elle n'existe pas, donc vraiment prévoir dès le début en fait de la réaliser. Ensuite, donc je voyais aussi, on demandait est-ce que le développement de médicaments au niveau PCT sont admissibles? Oui, effectivement. Donc nous, en fait, au niveau des potentiels projets pour la propriété intellectuelle, donc je disais qu'il y a des matières brevetables, non brevetables, certaines technologies, surtout peut-être dans le domaine de la santé, vont avoir des projets sur lesquels il y a un potentiel dépôt de brevet prévu. Donc, tous les stades sont admissibles. Nous, c'est sûr qu'on va regarder si effectivement la technologie n'est pas encore protégée. Un des conseils, souvent, c'est de ne pas faire de divulgation à ce stade-là dans le plan de travail. Donc, effectivement, il faudra le considérer. Tous les stades, il pourrait y avoir déjà un brevet, même que ça serait admissible aussi pour nous, et que vous ayez des royautés aussi qui tombent déjà avec un partenaire, que la technologie soit déjà licenciée. Ça serait admissible dans le cadre où vous feriez effectivement avancer ou maturer vos technologies pour qu'elles prennent encore de la valeur et que ça fidélise en fait le partenaire qui est associé à qui va cristalliser son intérêt sur cette technologie. Donc oui, si vous êtes au stade de PCT, si vous êtes déjà sur une technologie qui est brevetée, vous pouvez aussi la présenter. On a une question sur est-ce que les municipalités ou des sociétés d'État sont admissibles? Alors, oui, ça pourrait être admissible, en fait, la contribution, par exemple, d'une municipalité dans le cadre d'un projet. Nous, on va considérer l'apport d'une municipalité, par contre, comme un fonds public qui se rajoute. Donc, comme vous l'avez vu, il y a un ratio de 80% de financement public qui s'applique dans le montage. Donc, ça se pourrait qu'effectivement, ça fonctionne dans votre montage de rajouter ça ou éventuellement que ça rajoute un fonds public. Donc, on devra considérer que la subvention du ministère va être diminuée en conséquence. Donc, il faut regarder ça ensemble lors du montage, mais on peut effectivement considérer quand même une municipalité en fait dans le cadre d'un support au projet. Il va y avoir aussi possibilité de travailler avec des sociétés d'État. Donc, quand on parle de sociétés d'État, effectivement, je pense que ça, pour ce point-là, il y a aussi cette question en fait de financement fédéral qui va falloir prendre en considération. Donc, on va le regarder de manière détaillée avec vous. Si vous voulez travailler avec une société d'État, certaines exceptions pourraient fonctionner ou dans certains montages. Donc, on va regarder vraiment avec le ministère qui collabore avec nous directement sur l'appel si on peut déposer le projet dans la mouture ou bien quelles considérations spécifiques on va vous proposer d'appliquer pour pouvoir présenter tel quel. Donc, ça va être vraiment... vous pouvez déjà nous les adresser par question sur la boîte appel à projet pour qu'on puisse vous répondre. Et on va regarder avec vous pour vous aider spécifiquement si vous avez ce cas. Est-ce que des projets peuvent venir des CCTT plutôt que des milieux universitaires? Oui, absolument. Un des objectifs d'Axelis, c'est aussi de soutenir des technologies qui ne sont pas uniquement universitaires, qui ne sont pas uniquement dans les grands centres. Donc, on vous encourage vraiment en fait, à soumettre des propositions qui sont aussi hors du milieu universitaire ou à collaborer. C'est sûr que si vous avez la possibilité de faire des collaborations entre l'université et un CCTT, par exemple,
ou bien un centre de recherche hospitalier, eh bien, c'est aussi quelque chose qu'on aimerait voir dans le cadre de l'appel à projet, parce qu'on pense que vous pourriez avoir des forces à mettre ensemble pour pouvoir développer de beaux projets. Donc, bien sûr, vous pouvez déposer en propre. Le CCTT peut le déposer en tant que leader, peut travailler avec une université, peut travailler avec un autre type de partenaire. Le CCTT peut être lead avec l'université en partenaire et recevoir les fonds. Toutes les configurations de ce type-là pourraient marcher pour nous et même sont encouragées. Conditions d'intégration de petites entreprises au projet. Alors, je suis allée vite là-dessus. J'ai dit que tout type d'entreprise pourrait être acceptable. Nous, en fait, dans le cadre de ce programme, on vise aussi à soutenir de manière un peu alternative aussi le fait de travailler avec de nouvelles entreprises, d'entreprises dérivées de la recherche publique, par exemple, des jeunes pousses. Il peut y avoir parfois des jeunes pousses qui ont émergé de l'équipe de recherche, qui viennent de s'incorporer, donc qui sont extrêmement jeunes. C'est des partenaires qui pourraient être acceptables. Là où on va vraiment regarder la pertinence, c'est est-ce qu'on a le meilleur partenaire pour soutenir la technologie à ce stade? Parce que le modèle économique que vous allez nous proposer, c'est est-ce que si on transfère cette technologie à cette jeune pousse, et puis qu'on souhaite effectivement que ce soit elle qui aille commercialiser ou s'adresser peut-être à des plus grands comptes, c'est le bon véhicule. Est-ce que c'est la bonne manière ou est-ce qu'on a créé une coquille vide pour apporter de l'argent et qui nous empêche finalement d'aller toucher les vrais potentiels partenaires de commercialisation? Ça, c'est une question à se poser. Est-ce qu'aussi la start-up, par exemple, a les capacités financières de soutenir le projet à la hauteur de l'envergure que vous avez estimée? Sinon, une jeune pousse qui n'a pas encore de fonds, qui vient d'être incorporée, on peut mettre en balance là, sur l'effet de levier, par exemple, de l'argent love money, donc qui serait d'argent propre ça, de l'équipe qui serait associée, ou peut-être des bourses qui auraient été obtenues, des prix, etc. C'est tout à fait possible, mais ça va être quand même regardé par le comité, de voir si on a la capacité, parce qu'effectivement, c'est un risque pour le projet de ne pas avoir les fonds privés. On fonctionne toujours en fait en décaissement de l'argent de la subvention après d'avoir reçu l'argent privé. Donc ça, c'est vraiment important de le considérer, que ça pourrait être vu comme un risque. Donc, il faudrait être très détaillé sur l'origine des fonds de la jeune pousse, par exemple. Je regarde s'il y en a d'autres questions. Je pense qu'on a fait le tour de celles que vous aviez. Je ne vois pas de main levée à ce stade. En tout cas, en fait, on vous remercie vraiment d'avoir participé. Il y a peut-être certaines personnes qui auraient des questions qui vont nous soumettre. Ah, je vois qu'on en a une. Je vais aussi essayer de vous ouvrir le micro et la caméra. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. Vous pouvez Bonjour. prendre la parole, ouais. Ouais, salut, j'ai déjà posé dans le chat, peut-être que vous avez manqué. Donc, mon question, c'était plus comme pour les sociétés, c'est un peu difficile pour convaincre les partenaires privés de nous laisser les propriétés intellectuelles. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous avez des stratégies, des conseils, comment on peut formuler ça pour qu'ils soient comme plus OK avec ça. Donc, c'est comme, pas grave. J'essaie de reformuler la question. Donc, ça serait comment, en travaillant avec le partenaire privé, pouvoir justement garder la propriété intellectuelle du côté de l'établissement de recherche publique pour pouvoir maturer la technologie, c'est bien ça? Parce que c'est ça, une des critères de l'admissibilité, n'est-ce pas? Il faut que c'est nous qui garde l'IP à la fin. Oui, absolument. Donc, en fait, ça, c'est vrai que c'est un critère très important. Donc, tout le long du projet. Si ça vous aide, notre secteur, c'est les jeux vidéo, c'est le cinéma, c'est des gens qui vraiment aiment garder leur IP. D'accord, oui. Effectivement, pour nous, c'est vraiment très important que pour être admissible, en fait, on va travailler sur une technologie qui est assignée à un établissement de recherche. En fait, le programme, donc comme vous l'avez vu, peut-être si vous avez comparé différents types de programmes pour votre projet, il est extrêmement avantageux en termes de pourcentage de financement parce qu'il va jusqu'à 80% de financement public. C'est vrai que c'est une exception pour une raison, parce qu'en fait, on est dans une configuration avec ce programme, avec cet appel à projet, où on cherche à soutenir des technologies qui sortent des laboratoires de recherche, qui ont besoin de cristalliser l'intérêt d'un partenaire. Donc, on considère qu'en général,
ben, ils ont effectivement un potentiel intérêt, mais que c'est pas encore assez développé. Donc, c'est pour ça qu'on va maturer la techno pour la montrer un petit peu plus poussée à un partenaire privé qui va vouloir vraiment s'engager pour la suite, puis travailler pour la commercialiser. Si jamais votre partenaire a vraiment le souhait de posséder la propriété intellectuelle, de ne pas forcément se contraindre à ça, il y aura possibilité de travailler peut-être avec d'autres organismes dans lesquels eux pourraient mettre le lead. Donc, sur le portail, par exemple, du Conseil d'innovation, il y a différentes possibilités de sources de financement qui sont détaillées. Donc, selon la configuration, il peut y avoir, par exemple, Investissement Québec qui pourrait offrir un programme dans lequel ça serait plutôt, par exemple, le partenaire qui serait porteur. Ça pourrait être aussi les RSRI, éventuellement, en certains cas, qui seraient potentiellement porteurs. Cependant, si votre souhait en tant qu'établissement, c'est vraiment de pouvoir aussi garder API, nous, on peut aussi éventuellement vous aider à trouver le meilleur deal aussi. Nous, en fait, dans l'accompagnement qu'on offre, c'est que lorsqu'on travaille sur les technologies qui sont licenciées avec le partenaire privé, en fait, ça leur permet d'avoir vraiment les droits pour l'utiliser, pour aller la commercialiser. Donc, on va pouvoir en fait ajuster le niveau du champ d'application, de l'application géographique, etc., pour qu'ils puissent vraiment l'exploiter, puis que ça reste quand même la propriété pour que ça génère aussi des revenus à l'établissement. Donc, si vous voyez par exemple qu'il y a des potentiels innovations, des inventions que vous avez qui seraient vraiment intéressantes de garder dans le portefeuille de l'établissement, nous, on pourrait peut-être penser un accompagnement plus poussé pour cette technologie-là pour vous aider justement à la maintenir aussi et à trouver le modèle qui ne soit pas un transfert dans le sens de la cession directe. Parce que nous, au niveau du programme, c'est sûr que comme le partenaire ne donne que 20% en fait de toutes les dépenses admissibles, notre limite, c'est qu'on ne peut pas céder la propriété intellectuelle de l'établissement en contrepartie du 20% du programme. Il faudrait qu'il y ait une autre condition, en tout cas, une cession serait éventuellement possible, mais avec un deal qui serait précisé et à la fin du projet et qui serait avantageux pour l'établissement. Donc, il y a plusieurs cas possibles, mais je pense qu'on pourra peut-être aussi en rediscuter. Mais c'est vrai que c'est une question très, très pertinente. Merci de l'avoir posée. Puis je pense Merci. qu'effectivement, s'il y a des Merci enjeux beaucoup sur pour les ça, réponses. J'ai deux oui. petites sous-questions. Est-ce que Ah oui, l'IP, ça peut être comme sous-partagé, mettons, c'est pas à nous, c'est pas à eux, mais c'est comme nous les deux, on a l'IP comme ensemble. Et l'autre petite question, est-ce que le 20%, c'est seulement les fonds ou ça peut être en nature aussi oui. pour le partenaire? Alors, effectivement, donc pour la propriété intellectuelle, nous, en fait, celle qui pourrait être maturée, c'est vraiment celle du partenaire académique. Donc, il faudrait qu'effectivement, par exemple, les dépenses qu'on engage pour le programme, avec le programme, en fait, ça couvre vraiment tout ce que vous allez faire pour la propriété intellectuelle que vous détenez côté de l'établissement. Le partenaire, en parallèle, pourrait avoir d'autres briques technologiques sur lesquelles il pourrait aller s'adresser à d'autres potentiels financeurs ou financer aussi sa recherche en tant que telle pour avancer ces technologies qui pourraient être complémentaires. Mais pour nous, par exemple, dans les activités, il ne faut pas que vous ayez des activités qui permettent de maturer une propriété intellectuelle qui ne vous appartient pas, par exemple, et qui est celle du partenaire en tant que tel. Parce que sinon, ça serait effectivement un programme très, très avantageux pour maturer, alors qu'il y a d'autres types de dispositifs qui existent pour justement avancer la R&D côté privé. Et sinon, pour la deuxième question, c'était est-ce que le partenaire peut donner de la contribution en nature pour le 20%? Alors, pour le 20%, c'est très strict. En fait, c'est vraiment de l'argent qui doit transiter par les fonds de l'université, donc vraiment il faut qu'on ait une preuve en fait du dépôt, donc ça peut être un avis de virement, une copie de chèque, un état de compte de l'établissement qui a reçu de l'argent vraiment en espèces. Donc il faut que ce soit de l'argent pas en nature. Par exemple, le partenaire ne pourrait pas acheter un équipement qui est nécessaire pour l'établissement en disant bah, je voulais acheter, je vous le donne, bah, ma contribution, ça équivaut à 20 000 $, donc ça ne marcherait pas. Il faut que ce soit l'établissement qui achète cet équipement grâce à l'argent qui lui a été envoyé. Donc, toutes les dépenses qui vont être admissibles dans le budget initial et aussi dans les rapports, c'est tout ce qui aura été dépensé par l'établissement. En fait, chaque projet, éventuellement, sont tous potentiellement auditables, en fait, puisque c'est de subvention publique.
Et il faudrait que dans les rapports, en fait, on ait effectivement des factures reliées à toutes les dépenses qui soient liées à des dépenses d'établissement. On ne va pas les demander toutes dans les rapports, simplement si jamais il y avait des audits. Donc, il faut vraiment que ce soit engagé par l'établissement de recherche, ces dépenses-là. S'il y a des contributions qui ont été faites en nature, on ne les considérera pas pour l'effet de levier, on ne les considérera pas dans le 20%, on les considérera comme d'autres contributions additionnelles qui sont offertes au projet, en fait, pour la réalisation du projet, pour permettre que le projet se passe bien. Mais on ne pourra pas les prendre en déduction, par exemple, du 20%, de considérer qu'il y a déjà eu un poste qui a été apporté parce qu'on avait acheté quelque chose côté privé. Parfait, merci beaucoup. Avec plaisir. Je vais simplement regarder si effectivement j'avais peut-être des questions qui étaient en attente quelque part. Je ne les vois pas. Je ne sais pas si éventuellement, n'importe Josué sur la ligne qui aurait peut-être essayé de voir s'il y a des questions côté qui seraient en approbation ou si juste je vais manquer. Je vois qu'on a notre main levée. Je vais en profiter pour faire ça rapidement. Régep, je pense que je vais activer votre micro. Merci beaucoup. En fait, j'avais une question par rapport au... Est-ce qu'il y a un nombre limité de demandes par établissement ou par chercheur principal? Oui, bonne question. C'est vrai que je n'ai pas abordé ce point. Vous avez la possibilité de déposer autant de projets que vous souhaitez par établissement. Donc, les établissements qui ont des capacités d'en déposer vraiment beaucoup. Nous, chaque année, en fait, il y a certains établissements qui vont en proposer un certain nombre. On a déjà vu plus de 5 par établissement qui ont été soumises. Donc, ce n'est pas forcément pour le même chercheur, je dirais, parce qu'effectivement, côté chercheur, en fait, il faut être capable de pouvoir gérer tous ces projets en simultané. Parce que souvent, il y a déjà d'autres subventions qui tournent, d'autres projets, etc. Donc, nous, si on a par exemple 3 projets en simultané, on va dire, OK, selon le temps qui est défini par les équipes, il faudrait quand même qu'ils puissent gérer tout ça en parallèle. Et nous, en fait, on a vraiment la capacité de soutenir même, par exemple, 2 fois le même chercheur pour 2 projets différents, en simultané, par exemple, dans le cadre de l'appel à projet, mais on ne peut pas soutenir, par exemple, des projets où ça permettrait de faire comme doubler, par exemple, la contribution du ministère. Imaginons que c'est un projet qui est sur le même scope, on va sur la même technologie, puis on en dépose 2, puis au lieu d'avoir 600 000, on va avoir 2 fois 600 000 pour la même technologie. Ça, c'est pas possible. Par contre, c'est que si vous avez 2 types de projets qui sont distincts, qui ont des activités distinctes, qui engagent éventuellement peut-être certains mêmes membres de l'équipe, mais dans des capacités différentes en termes de nombre d'heures de chaque côté, et qu'il n'y a pas d'interférence entre les deux, qu'il n'y a pas de livrables qui vont, par exemple, s'ils ne sont pas faits d'un côté, faire échouer l'autre, ça peut être considéré. Donc, vous pourriez en avoir, par exemple, 2 qui fonctionnent en même temps pour le même chercheur. Au-delà, en général, ça fait beaucoup, donc on va peut-être regarder parce que les comités d'évaluation vont quand même voir toutes les demandes en général pour le secteur. Donc, ils vont voir qu'il y a plusieurs demandes pour le même chercheur et les comparer aussi, puis peut-être discriminer s'il y en a plusieurs. Mais éventuellement, voilà, vous n'avez pas de limite pour les déposer. Si vous voulez être, en termes de stratégie, en déposer plusieurs, puis peut-être se dire, il y en aura peut-être que 2 qui passeront sur 3 éventuellement, ça se pourrait qu'effectivement le comité arbitre sur ceux qui préfèrent aussi. Mais c'est aussi pour les capacités vraiment de s'assurer que l'équipe pourra mener les projets en parallèle. Super. Puis je vais juste compléter par la question de mon collègue, on est dans le même centre, qui a été posée dans le QR. C'est vraiment si la licence elle est détenue par une société co-détenue par un établissement privé et l'établissement de recherche public, est-ce qu'elle est considérée comme une propriété de l'établissement pour qu'on puisse être admissible au programme? Oui, en fait, alors vous avez déjà une licence qui est en place sur la technologie, c'est ça? Oui. Ouais, d'accord. En fait, alors, si vous avez déjà une licence à technologie et que la propriété intellectuelle vous appartient en ce moment, ça En fonctionnerait partie pas. parce qu'on la partage avec la société privée en même temps. C'est une société qui a été créée entre l'établissement et pour détenir, et le privé pour détenir cette D'accord. propriété-là. Alors, nous, dans ce cas-là, effectivement, on pourrait regarder plus en détail le type de projet, la maturation sur quoi elle va porter exactement dans un techno, mais si c'est un ensemble, un tout,
Il y a aussi la possibilité, dans certains cas, de penser à faire une rétrocession pour le projet, pour l'établissement, pour pouvoir faire justement l'admissibilité dans le cadre du programme. C'est des cas où c'est un petit peu particulier, donc il nous faudra sans doute plus de détails. Donc peut-être, Réjeb, on va s'en reparler. Si possible, juste de me faire un petit courriel. Je vais pouvoir mettre dans la boucle mes collègues pour qu'on puisse analyser la situation. S'il y en a d'autres aussi qui ont cette situation-là, écrivez-nous parce qu'en fait, c'est un cas dans lequel il faut qu'on prenne un peu plus de détails pour pouvoir vous répondre. Mais d'emblée, ça n'exclurait pas la participation dans le projet. On pourrait trouver une manière de travailler quand même avec cette technologie-là dans certains cas. Parfait, merci. Merci beaucoup. Pour toutes les autres questions, pour l'inscription dans les thématiques, pour n'importe quoi d'autre qui pourrait peut-être émerger quand vous êtes face au document, je vais être là avec notre équipe pour vous aider et on pourra se faire avec plaisir, avec certains d'entre vous, peut-être des appels plus détaillés pour voir la situation et voir comment on peut vous aider directement. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir participé. Donc, on espère que ça vous apporte les informations que vous aviez besoin pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est ça, on espère vraiment voir vos projets nous arriver donc, dans le cadre de la lettre d'intention. Ou éventuellement, c'est ça, pouvoir vous soutenir si vous avez des questions sur l'activité d'Axelis en parallèle, qu'on puisse éventuellement voir si vous avez besoin de support à d'autres niveaux, de travailler avec nous en fait dans le futur. Pour ceux qui nous connaissent déjà, puis ceux qui ne nous connaissent pas aussi, ça nous fera vraiment plaisir de vous détailler aussi tout ce qu'on fait, qu'on pourrait développer. C'est ça si vous voulez travailler avec nous dans le futur. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci, au revoir.